Je me suis retrouvé à la rue à 88 ans. Comment est-ce que ça m'est arrivé? Ce n'est pas une histoire de naïveté. Ce n'est pas l'histoire d'un vieil homme qui n'avait plus toute sa tête. C'est une histoire beaucoup plus humaine que ça. Et c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus dangereuse. Je vais vous expliquer. Parce que les indices étaient là depuis le début. Je n'ai pas voulu les voir. Hélène est morte un mardi de novembre. 47 ans de mariage. Pas 47 ans de perfection, je ne dis pas ça. 47 ans de café le matin, de disputes oubliées, de silences qui n'avaient pas besoin d'être remplis. 47 ans où quelqu'un savait où j'étais, quelqu'un qui m'attendait, quelqu'un qui se tournait vers moi à 17 heures quand la lumière change. Parce que c'est à 17 heures que ça se passe, pas la nuit, comme les gens le pensent. La nuit on dort, ou on essaie, et c'est supportable parce qu'on est censé être seul dans le noir. Mais 17 heures, cette heure entre le jour et le soir, où la lumière devient dorée et un peu triste. Pendant 47 ans, quelqu'un était là à cette heure-là. Et quand ce quelqu'un disparaît, ce moment-là fait un bruit assourdissant. Mes enfants appelaient. Ma fille venait le week-end. Mon fils envoyait des messages. Il faisait tout ce qu'on peut faire. Mais voilà ce que j'ai compris, trop tard. Mes enfants pouvaient remplir beaucoup de cases. Pas cette case-là. Pas la case du 17 heures. Pas la présence quotidienne de quelqu'un qui est là sans raison particulière, qui est là parce que c'est chez elle aussi. Ils avaient leur vie. Ils m'aimaient. Mais ils ne pouvaient pas habiter mon vide. Personne ne peut habiter le vide d'un autre. Et un vide qui fait du bruit, ça attire. Elle s'appelait Nathalie. Elle avait 35 ans. Oubliez l'image du vieil homme benet qui se fait embobiner par une jeune femme. Cette image est fausse et elle est injuste. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est à la fois plus simple et plus profond. Nathalie était une connaissance. Elle gravitait autour de mon cercle, polie, attentionnée. Et après la mort d'Hélène, elle s'est montrée présente. D'abord raisonnablement, puis de plus en plus. Arrêtez-vous une seconde avec moi. J'avais passé ma vie à être utile, à travailler, à subvenir, à gérer, à être fiable. Et progressivement, avec les années, avec la retraite, avec la mort d'Hélène, le monde m'avait envoyé un message. Le message que les vieux reçoivent tous. Personne ne le dit à voix haute, mais tout le monde le transmet. Vous avez eu votre temps. Maintenant, effacez-vous. Et voilà que cette femme me parlait, s'intéressait à ce que je disais, riait avec moi, me regardait comme si ce que j'avais à dire avait de la valeur, comme si j'existais encore. Je vais vous dire quelque chose avec toute la lucidité dont je suis capable aujourd'hui. Ce n'est pas que je la croyais amoureuse de moi, ce n'est pas que j'étais fou, c'est que j'avais besoin d'exister, et elle me faisait exister. Voilà le piège, pas la bêtise, le besoin. Un besoin légitime, profondément humain, que notre société laisse les vieux satisfaire comme ils peuvent. Ma vanité n'était pas une faiblesse de caractère, c'était la réponse d'un être humain à des mois d'invisibilité. Et on ne se défend pas contre ce qu'on ne reconnaît pas comme une menace. Maintenant, la partie qui me coûte le plus à raconter. J'ai géré des bilans pendant 38 ans, des colonnes de chiffres, des actifs, des passifs, des protections contractuelles. Je savais mieux que quiconque ce que ça voulait dire, un patrimoine non protégé. Mais attendez, c'est là que ça devient vraiment difficile à entendre. Il y a une règle en comptabilité, élémentaire, la première qu'on apprend. On ne gère pas ses propres comptes avec le même regard qu'on gère ceux des autres. Parce que quand c'est vous, il y a de l'émotion. Quand c'est vous, il y a de l'espoir. Quand c'est vous, vous avez envie que les chiffres disent autre chose que ce qu'ils disent. Je ne suis pas allé voir le notaire. Pas de contrat de séparation de biens. Pas de protection juridique. La maison que Hélène et moi avions construite n'était pas protégée.
Et je vous dis ça, moi, comptable. Moi qui aurais posé ce contrat sur le bureau du premier client venu, le premier jour, sans hésiter. Parce que protéger un actif n'a rien à voir avec la confiance. Ce n'est pas un signe de méfiance envers l'autre. C'est une responsabilité envers soi-même, envers ses enfants, envers ce qu'on a mis sa vie à construire. Mais quand c'est vous, quand vous avez 80 ans et que vous avez peur de finir seul, quand quelqu'un remplit le silence du 17 heures, vous ne voyez plus les colonnes de chiffres. Et c'est exactement ce sur quoi elle comptait. Mes enfants avaient vu, pas tout, pas les détails, mais ils avaient senti. Ma fille m'avait dit une fois, doucement, « Papa, tu es sûr que tu la connais vraiment ?» J'avais balayé ça. J'avais dit qu'elle s'inquiétait pour rien, que je n'étais pas né de la dernière pluie, que j'avais géré des budgets d'entreprise. Mon fils avait fait une remarque sur la rapidité avec laquelle Nathalie était entrée dans ma vie. Je n'avais pas voulu entendre. Ce n'est pas qu'ils étaient plus intelligents que moi, c'est qu'ils regardaient de l'extérieur. Et quand on regarde de l'extérieur, on voit la forme de l'ensemble. Quand on est à l'intérieur, on ne voit que les détails. La rencontre, normale. L'attention, agréable. Les visites, naturelles. J'aurais dû les écouter. Pas parce qu'ils savaient mieux, parce qu'ils voyaient autrement. La différence est immense. Et cette différence aurait tout changé. J'ai perdu la maison. Ce que Nathalie avait manœuvré pour obtenir, elle l'a obtenu. Je me suis retrouvé avec mes 2 sacs, dehors, à 88 ans. Et voilà ce que je veux vous dire maintenant. Le matin où j'ai quitté cette maison, je m'attendais à ressentir une destruction totale, une capitulation, la fin de quelque chose d'irréparable. Et j'ai ressenti tout ça, oui. Je ne vais pas vous raconter une belle histoire de résilience propre et facile. Mais j'ai ressenti autre chose aussi. Elle a pu prendre les clés. Elle n'a pas pu prendre les 38 ans. Elle n'a pas pu prendre les bilans équilibrés, les fins de mois gérés, les budgets tenus quand les années étaient difficiles. Elle n'a pas pu prendre les enfants que Hélène et moi avons élevés. Elle n'a pas pu prendre les petits-fils qui courent dans mon appartement le samedi matin. Elle n'a pas pu prendre qui je suis. J'avais passé 6 décennies à confondre ce que je possédais avec ce que j'étais. Ce n'est pas la même chose, je le sais maintenant. Mais je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas dit encore, quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Je n'ai pas terminé à la rue, pas parce que j'ai eu de la chance, pas parce qu'un miracle s'est produit, mais parce que j'avais fait, sans le savoir, sans le calculer, quelque chose de juste pendant toute ma vie. Et ce quelque chose de juste m'a rattrapé au moment où j'en avais le plus besoin. Laissez-moi vous expliquer. Quand tout s'est effondré, ma fille a pris le téléphone, pas pour me consoler, pour agir. Elle a appelé un avocat, un vrai, pas pour récupérer la maison, c'était trop tard pour ça, mais pour examiner ce qui s'était passé, les documents signés, les conditions dans lesquelles ils avaient été signés, la chronologie de tout. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'avocat a trouvé des irrégularités, des documents signés dans des circonstances qui pouvaient être contestées, des manœuvres qui, mises bout à bout, racontaient une histoire que la loi française connaît et nomme, l'abus de faiblesse, l'exploitation d'une personne vulnérable dans une période de deuil. Je n'aimais pas ce mot, vulnérable. Toute ma vie, j'avais été l'homme qui gère, qui tient, qui ne se plaint pas. Et voilà qu'un avocat utilisait ce mot pour me décrire. J'ai mis plusieurs jours à l'accepter. Et puis j'ai compris que la vulnérabilité n'est pas une honte, c'est une réalité humaine. Et quand quelqu'un exploite délibérément cette réalité, c'est lui qui a tort, pas vous. La procédure a duré presque 2 ans. Je ne vais pas vous mentir, c'était épuisant. À mon âge, les procédures judiciaires, les rendez-vous chez l'avocat,
Les documents à signer, les délais à attendre, tout ça pèse différemment qu'à 40 ans. Il y avait des semaines où je n'y croyais plus, où je me disais que c'était trop long, que je n'aurais peut-être pas le temps de voir la fin. Mais mes enfants étaient là. Et c'est là que je veux m'arrêter un moment. Parce que c'est peut-être la partie la plus importante de tout ce que je vous raconte. Ma fille gérait les papiers. Mon fils venait le week-end. Pas pour parler de la procédure, juste pour être là. Il apportait des gâteaux que je n'avais pas demandés, et on regardait la télévision ensemble, en ne disant pas grand-chose. Et ça me suffisait. Ça me donnait l'énergie de continuer la semaine suivante. Ces deux-là, je les avais élevés sans trop savoir ce que je faisais, en faisant des erreurs, en étant parfois trop silencieux, pas assez présents. Et ils étaient là, entiers, solides, sans me dire « je t'avais prévenu ». J'ai compris quelque chose pendant ces 2 ans. Le vrai patrimoine d'un homme, ce n'est pas sa maison. Ce sont les gens qui restent quand la maison disparaît. Au bout de 22 mois, le tribunal a rendu sa décision. Nathalie avait exploité une situation de vulnérabilité caractérisée. Les documents avaient été signés dans des conditions qui ne respectaient pas les droits d'un homme en période de deuil aigu. La décision a été partiellement annulée, pas entièrement. La situation juridique était complexe. L'avocat me l'avait dit dès le début. On ne récupérerait pas tout. Mais une compensation financière significative a été accordée. Le jour où l'avocat m'a appelé pour m'annoncer la décision, j'étais assis dans mon fauteuil, celui que Michael m'avait offert. Je regardais par la fenêtre, et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas senti depuis longtemps. Pas de la joie exactement, quelque chose de plus calme que ça, une forme de justice tranquille. Le sentiment que les colonnes s'équilibraient enfin. Avec cette compensation, j'ai pu acheter quelque chose. Pas la maison d'avant. Je ne voulais pas la maison d'avant. Cette maison était pleine de Hélène et pleine de Nathalie. Et ces deux présences-là ne pouvaient pas cohabiter dans les mêmes murs. J'avais besoin d'autre chose. D'un endroit qui soit à moi vraiment. Qui n'ait pas d'histoire avant moi. J'ai acheté un appartement dans la même ville, parce que je connais cette ville depuis 60 ans et que je n'allais pas la quitter à 88 ans. Un appartement au 2e étage, avec un ascenseur parce que les genoux ont leurs exigences propres, et une fenêtre qui donne sur un petit square où des enfants jouent le mercredi après-midi. Ce n'est pas grand, 2 pièces, une cuisine, une salle de bain, un balcon juste assez large pour une chaise et un café le matin quand il fait beau. Rien d'extravagant, rien qui impressionnerait qui que ce soit, mais c'est à moi, avec un notaire cette fois, avec tous les documents en ordre, avec une protection juridique que j'aurais dû mettre en place des années auparavant, et que je n'oublierai plus jamais de conseiller à quiconque me demandera mon avis. Le premier matin dans cet appartement, j'ai préparé le café. J'ai sorti 2 tasses, comme toujours, par habitude, et puis j'ai rangé la 2e. Et je me suis assis à la table de la cuisine, devant ma fenêtre, et j'ai regardé la rue qui commençait à s'éveiller. Il y avait quelque chose de différent dans ce silence-là. Pas le silence assourdissant du deuil, pas le silence vide de l'attente, un silence qui m'appartenait, un silence que j'avais choisi pour la première fois depuis longtemps, au lieu de le subir. Je vais vous dire ce que j'ai réalisé ce matin-là. Toute ma vie, j'ai cru que la sécurité, c'était ce qu'on possède. La maison, les économies, le patrimoine bien géré. J'ai passé 38 ans à construire cette sécurité-là pour ma famille. Et en quelques mois, une femme que je ne connaissais pas vraiment avait pu en prendre une partie. La vraie sécurité, elle n'est pas là. Elle est dans ce qu'on sait faire, dans les compétences qu'on a acquises, dans les relations qu'on a construites avec honnêteté, dans la façon dont on a traité les gens pendant des décennies, parce que c'est ça qui détermine qui sera là quand tout le reste s'effondre. Ma fille a pris le téléphone.
Mon fils a apporté des gâteaux. L'avocat a trouvé les irrégularités. Le tribunal a rendu une décision juste. Tout ça n'est pas arrivé par hasard. Tout ça est arrivé parce que j'avais, sans le savoir, sans le calculer, semé quelque chose pendant des décennies. Une façon d'être honnête, une façon de faire mon travail sérieusement, une façon d'aimer mes enfants, même maladroitement. On récolte ce qu'on a semé. Pas toujours au moment où on le voudrait, pas toujours dans la forme qu'on espérait, mais on récolte. Je vis maintenant dans mon appartement. Je bois mon café le matin sur mon balcon quand le temps le permet. Les petits-fils de mon fils viennent parfois le week-end et ils courent dans les 2 pièces comme si c'était un palais. Ma fille appelle le mercredi soir. Mon fils envoie ses blagues nulles le jeudi matin. Et je ne lui ai jamais dit que ces blagues nulles sont la chose qui me fait le plus sourire dans la semaine. Et à 17h, quand la lumière change, il y a encore du silence. Je ne vais pas vous mentir en disant que ça ne fait plus rien. Ça fait encore quelque chose. Hélène me manque à 17h, comme elle m'a manqué le premier soir. Mais j'ai appris à m'asseoir dans ce silence sans qu'il m'avale. J'ai appris que la solitude n'est pas un problème qu'on résout. C'est une réalité qu'on apprend à habiter. Et habiter sa solitude, vraiment l'habiter, c'est peut-être la chose la plus difficile et la plus nécessaire qu'on puisse faire quand on arrive à un certain âge. J'ai perdu une maison, j'en ai retrouvé une autre. Mais ce que j'ai vraiment trouvé, c'est quelque chose que je n'avais pas cherché et qui valait bien plus que n'importe quel bien immobilier. La certitude que ce que je suis ne tient pas dans des murs. Et ça, définitivement, personne ne peut me le prendre.